Ancien ambassadeur Edmond Boukchit Nabzili, bonjour, bienvenue à Impasse. Bonjour Davidson, bonjour à tes collaborateurs et un bonjour spécial à nos frères et sœurs et dans le moment difficile ça et pour me dire une bonne semaine en dépit de tout. Et si tu peux permettre moi profiter de l'occasion, comme vous l'avez déjà fait, de saluer la mémoire du grand général Toussaint Louverture. Et dont nous commémorons aujourd'hui l'anniversaire de sa mort. Dois-je dire de préférence de son assassinat planifié. Je pense que c'est vraiment important aujourd'hui en ce 7 avril de rappeler, et comme Gaï Prochaine l'a fait tout à l'heure, les grandes valeurs de ce général, un grand stratège militaire et aussi un grand diplomate. Et je crois que toute cette ouverture, et même dans sa lettre que vous avez mentionnée tout à l'heure, du premier des noirs au premier des blancs, et il est aussi considéré comme un grand diplomate. C'est avec plaisir aujourd'hui ce matin de vous parler, cher ami. Ambassadeur, avant que nous entrions dans l'autre thématique, même les poser, première question ça, puisqu'on parle de la diplomatie, qui importance protocole gagné et lorsque nous dans le domaine politique, domaine diplomatie, domaine représentation? Bon, on a dit protocole et dans le domaine des relations internationales de la diplomatie, il était comme si on était utilisé quatre figures comme pour moi-même de diplomatie, parce que à travers le protocole ne veut pas dire simplement la façon de s'habiller, la façon de se présenter, etc. Il y a des codes. Il y a aussi toute une panoplie de segments dans l'approche quand vous parlez de protocole dans le domaine de diplomatie. Mais en somme, quand on parle de diplomatie, de relations internationales, le protocole, c'est un élément important, je dirais même le poumon des relations entre les États. Ambassadeur Edmond Boukchit, je dis là, gagné en pile question qu'a posé dans la diplomatie, différentes décisions que des chefs d'État apprennent par rapport à nos compatriotes haïtiens. Nous avons fait à tour de rôle, on commencé par décision que je dis là, Donald Trump apprend, qui impact ça a gagné sur nous-mêmes comme pays, mais également qui sa diplomatie est capable de faire pour au moins t'as changé donne. Bon, écoutez, et en ce qui a trait aux différentes décisions des différents chefs d'État, dans le cadre de leur politique migratoire, et il est important pour nous dire deux choses. La première, c'est que dans le cadre du président Trump, il ne fait que mettre en œuvre des promesses électorales. Il avait promis, il était dit, on ça va le faire, il est en train de le faire. Et n'oubliez pas, le président Trump a été élu par des Américains. Par contre, il est en train de défendre les intérêts de son pays. La deuxième chose, il faut se rappeler que quand il s'agit de la migration, de la politique migratoire, la gestion de sa politique migratoire est un acte souverain. C'est l'exercice même de la souveraineté d'un État. Et certainement,
en prenant de telles décisions, cela va avoir des impacts assez considérables sur des immigrants, légaux ou illégaux. Mais l'essentiel, c'est que, en tant qu'État, quand un autre État prend des mesures et pour réguler sa politique migratoire, on n'a qu'à observer. Mais on doit surveiller ces mesures dans la mesure où ces mesures nuisent, on porte à tête, du moins violent les droits de vos ressortissants. Il y a un canal, le canal diplomatique, à vous adresser à cet État et voir comment on pourrait porter des solutions, on pourrait avoir un arrangement pour diminuer l'effet de ces mesures et même probablement porter l'État qui prend ces mesures à diminuer ses impacts ou du moins à amoindrir la rigueur de ces mesures. Mais dans l'ensemble, l'autre État ne peut rien faire. Tout simplement, l'autre État n'a pour devoir de surveiller si les droits de ses ressortissants ne sont pas violés, s'il y a une violation flagrante des droits de ses ressortissants, il y a un canal diplomatique à voir et à poser ces problèmes et voir comment ensemble on peut les résoudre. Ambassadeur, si on comprend bien, dans le cas d'Haïti par rapport aux différentes décisions de Donald Trump, diplomatie n'a pas rien lui-même n'est capable de faire dans le moment où on a parlé là. Bon, bah dit pas rien, pas qu'à faire. Il y a toujours un rôle à jouer, il y a toujours une possibilité d'intervenir. Nos missions diplomatiques aux États-Unis sont là pour ça. Dans un premier temps, leur première mission, je crois que je l'avais dit, j'avais publié une suggestion en ce sens. Et dans un premier temps, à mon humble avis, en ce qui a trait à ce qui est en train de se passer aux États-Unis, la proposition que j'avais faite, il y a de cela probablement 2 mois, j'avais fait une proposition au gouvernement haïtien. Vous faire une décision comme ça, il est important pour gagner ça, nous aider en cellule de crise. En cellule de crise, je l'avais proposé pour y diriger par un conseiller président et qui gagne des ministères comme le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires sociales. C'est le crise ça qui va le travail de commun accord avec nos missions diplomatiques et consulaires et qui est rallié aussi à des organisations haïtiano-américaines qui sont basées aux États-Unis, qui sont dans le domaine défense des droits humains et dans la défense des migrants. C'est-à-dire, une cellule de crise, ça va permettre au moins au gouvernement haïtien d'avoir une meilleure approche et comprendre le problème mieux et voir quel type de solution qu'apporter. Mais la décision du gouvernement haïtien, au niveau du ministère des Affaires étrangères, je crois que le ministre a eu des rencontres avec des missions diplomatiques et consulaires aux États-Unis pour évaluer ensemble comment apporter un soutien à ces ressortissants. Mais moi, je pense que ça aurait été beaucoup plus, je dirais, plus utile de rallier les efforts du gouvernement à des organisations haïtiano-américaines basées aux États-Unis, qui la défense de monde, qui la défense immigrants, qui va permettre au moins de gagner beaucoup plus de leverage, plus de levier pour prendre des décisions. Ça. Mais la diplomatie a certes des capotés, mais pour le moment, c'est une assistance seulement consulaire qu'on peut apporter à ces ressortissants si toutefois ils en ont besoin. Et monsieur l'ambassadeur, cellule ça, ou bien travail qui peut le fait de concert avec un ensemble d'organisations haïtiano-américaines, capable de constituer une forme de pression pour peut-être empêcher décision ça ou atterrir? Absolument. Parce que, écoutez, et comme je vous avais dit tantôt, le gouvernement haïtien, en tant qu'État, les États-Unis qui décidaient de prendre décision pour expulser tout le monde qui est en situation illégale, là. Ou du moins tout le monde qui ne bénéficie du programme Biden. Ça, sont mesures souveraines des États-Unis. En tant qu'État,
en tant qu'État, dans la rencontre des autorités américaines et des autorités haïtiennes, on peut toujours poser le problème, là. Mais pas de manière publique. Mais les organisations de défense des droits humains ou de défense des migrants, qui sont basées aux États-Unis, ils ont toute l'attitude, même, pour non seulement critiquer, mener à le tribunal, faire toute une série d'actions pour essayer de voir dans quelle mesure ils sont capables d'être et ramener le gouvernement américain à avoir d'autres considérations. Mais le gouvernement haïtien n'a pas cette capacité comme État pour dire États-Unis ou pas qu'avoir mon tourner non. Ou bien non pas recevoir, non. Et ça, il est beaucoup plus facile pour des organisations de droits humains, de défense des immigrés, pour eux-mêmes, ils prennent plateforme ça, pour défendre la position de ces gens et le gouvernement lui-même il a appuyé sur lui et suivre certaines actions et voir comment le cas associer action pâle de protection de ces ressortissants aux différentes actions des organisations de droits humains et de défense des droits des migrés. Mais la diplomatie en elle-même pourra avoir un autre couloir de discussion avec les autorités américaines, mais la bataille publique reste aux organisations de défense des droits humains des immigrés, mais pas au gouvernement haïtien. Ça doit rester une bataille privée, un dialogue diplomatique, un dialogue constant et voir ensemble comment on peut apporter une certaine solution. C'est-à-dire, le gouvernement haïtien peut toujours dire au gouvernement américain, écoutez, je comprends l'application de cette politique, etc., mais la condition de sécurité actuelle en Haïti, c'est l'une des raisons du départ de ces gens, nous ne sommes pas encore en mesure de les recevoir. Y a-t-il, peut-on discuter un moyen de réduire... Est-ce que sortir là, ambassadeur, ou au courant, you fait? Est-ce que au moins pour parler ça? Bon, non, je ne peux pas vous dire si toutefois il y en a, mais je pense que je vous dis, voilà, à mon avis, l'approche naturelle serait été et cette approche. D'avoir un dialogue, si on doit solliciter un moratoire, on le fait. Si c'est possible, on pourrait toujours l'avoir. Si il y a d'autres mesures d'accompagnement qu'on peut solliciter du gouvernement américain, pour permettre aux autorités haïtiennes de mieux préparer un accueil pour ces gens. Et je pense qu'il y a pas mal de possibilités de discussion. On pourrait toujours initier avec ces gens et voir comment on peut diminuer l'impact. Parce que si toutefois le président américain souhaite le faire, il a déjà envoyé pas mal de gens dans d'autres pays. Mais je pourrais, dans notre cas, c'est une question de temps. Mais on doit se préparer. C'est l'ambassadeur Sodi là, est-ce que l'OSI va là pour la République dominicaine? Bon, dans le cas de la République dominicaine, moi-même, mon approche et je pense que a toujours été une approche non confrontationnelle. Moi, je ne souhaite pas je pense que les deux pays sur l'île doivent toujours établir un rapport non seulement de bon voisinage, mais aussi de dialogue constant. Un dialogue constant, est-ce pourquoi c'est important? Et comme on l'a toujours dit, je l'avais dit à plusieurs reprises, il est temps de réactiver la commission mixte haïtiano-américaine, à la commission mixte haïtiano-dominicaine, pour qu'on puisse discuter et discuter entre techniciens d'abord les différents problèmes et faire des propositions aux différentes autorités. Il est important de remobiliser la commission mixte pour essayer de discuter de ces problématiques et ensemble trouver des solutions à partir des rencontres des autorités. Parce que c'est inconcevable entre Haïti et la République dominicaine pour qu'il y ait ce malaise profond diplomatique qu'on n'arrive pas jusqu'à présent à diluer. C'est important, il faut créer cette ambiance de bon voisinage, de coopération. Et certes,
quand quand il y a des actions de la part des Dominicains qui ne nous plaisent pas, on doit pouvoir leur dire, mais je ne suis pas pour je dirais, une approche en public de discussion, mais plutôt une approche institutionnelle et remobiliser la commission mixte haïtiano-dominicaine pour discuter de ces problématiques et trouver des solutions. Parce qu'on ne peut pas continuer sur cette voie. Et d'ici, et je dois vous rappeler, hein, en décembre 2025, dans quelques mois, la République dominicaine va recevoir le sommet des Amériques. Le sommet des Amériques, c'est la rencontre des chefs d'État et de gouvernement de la région. Alors, comment vous imaginez Haïti va... Alors, les autorités haïtiennes devront prendre un avion de Port-au-Prince ou bien du Cap-Haïtien pour aller à Miami et de Miami pour venir à Santo Domingo ou à Punta Cana pour le sommet. Et à 30 minutes de vol, de traversée, je pense qu'il y a pas mal de choses que nous devons discuter. Ça, ce sont des problèmes qu'il faut discuter. On doit le remobiliser pour discuter ces et ce dialogue constant, comme je le dis toujours, entre les deux autorités, entre les différentes autorités de l'île. C'est important. Scoop! Bon bagay que nous constatons là, ambassadeur Boukchit, c'est que faut nous deux pour nous faire dialogue là, faut qu'il y ait volonté les deux côtés. Mais j'en ai regardé le président Abinader là, c'est comme s'il érigeait lui en chef de l'île. Quand même, ouais, deux pays en guerre, ils trouvent toujours un moyen de discuter. Deux pays en guerre. Mais nous autres, nous ne sommes pas en guerre avec la République dominicaine. Peut-être qu'il y a une guerre psychologique, mais nous ne sommes pas en guerre. On peut toujours trouver un moyen de discuter avec les Dominicains et ils ne peuvent pas refuser dans la mesure où vous souhaitez les rencontrer. Il faut remobiliser cette commission et prendre des contacts à un bas niveau dans un premier temps, ensuite au niveau des chancelleries. À partir des rencontres des chancelleries, les deux ministres peuvent décider ensemble de convenir une date pour la rencontre de la commission mixte, des deux commissions et des deux secrétariats techniques et planifier une rencontre et à partir de ces recommandations pour aller au niveau des chefs d'État. Mais je pense que c'est important, on ne peut pas, les Dominicains, même les Haïtiens, nous ne pouvons pas, je dirais, refuser de dialoguer. Les Haïtiens sont prêts, il faut toujours insister auprès des Dominicains pour trouver une date, il faut remobiliser la commission mixte, il faut travailler, il faut discuter, il faut au moins avoir un couloir diplomatique pour faire cette discussion. Moi, je suis certain que les autorités haïtiennes doivent insister pour que le monde sache qu'il y a une volonté de la part des autorités haïtiennes de discuter avec les Dominicains et ouvrir cette structure qui est disponible pour les deux États d'initier des discussions qui est la commission mixte, les deux secrétariats techniques de la République dominicaine et d'Haïti et travailler sur une rencontre immédiate et urgente de la commission mixte haïtiano-dominicaine et pour poser ces problèmes et trouver des solutions. Moi, Mélissa tout à l'heure, mais pendant la République dominicaine, et récemment, il y a un coordonnateur CPTA qui font sortir, côté que li exprimer souhait li pour dialogue ta reprendre entre deux pays à travers commission mixte là. Comment on est sorti ça? Bon, c'est intéressant le fait que le président du CPT a exprimé un désir, je pense, sur une nécessité, et c'est plus qu'une nécessité de dialoguer entre nous. Et le fait qu'il a envoyé ce signal, c'est un signal quand même fort, de la part des autorités haïtiennes, de la disposition de la République d'Haïti, d'initier une conversation, d'initier un dialogue, c'est-à-dire de recommencer à dialoguer à travers la commission mixte. C'est-à-dire les deux secrétariats techniques de chaque côté, ils peuvent commencer à travailler en vue d'identifier une date et avoir même une rencontre au niveau des deux chanceliers. C'est possible. On doit encourager ça.
c'est important, il faut le faire, il faut dialoguer. Boukchit, nous avons souligné la Oui. nécessité pour gagner un dialogue constant entre pays. Et maintenant qu'à ça, est-ce que nous pas qu'à utiliser les couloirs et lobby? Et il est vrai que moi, quelque temps en Haïti, je pas trop entendu parler de ça. Si oui, et comment pensez nous qu'à faire et sinon tout pour qui raison nous pas t'à faire? Bon, et c'est une très belle question, mais je dois vous dire d'abord que dans le cadre des relations bilatérales, et le premier lobby, c'est le rôle des ambassades, des deux ambassades. Et malheureusement, nous avons une ambassade à Santo Domingo, en République dominicaine. Nous avons un nouvel ambassadeur qui est un diplomate chevronné, un ancien ministre des Affaires étrangères, le monsieur Fritz Longchamp, mais qui a présenté déjà sa copie de style, mais jusqu'à présent n'arrive pas encore à présenter ses lettres de créance au président Abinader. Et cela lui rend dysfonctionnel. Parce que vous savez, dans la pratique diplomatique, si vous ne présentez pas encore vos lettres de créance au chef de l'État, vous n'êtes pas encore habilité à exercer de manière totale votre fonction de diplomate. Est-ce que le problème là, c'est bon côté pas nous ou bien c'est bon côté République dominicaine? Non, non seulement c'est pas un problème, mais c'est pas de notre côté. Parce que l'ambassadeur est sur place à Santo Domingo. Il a déjà présenté sa copie de style au ministre des Affaires étrangères. Maintenant, il attend une date pour présenter ses lettres de créance à la République dominicaine, au président dominicain. Et c'est pas un problème, c'est de préférence. Je pense que c'est un problème d'agenda. Ou du moins, la pratique protocolaire dominicaine, il reçoit les ambassadeurs par groupe. Je pense qu'il y a un nombre d'ambassadeurs qui doit être disponible pour les recevoir. Mais je pense que, malheureusement, ça l'empêche à commencer. Mais je pense qu'il commence à travailler de manière discrète, parce qu'il n'est pas encore habilité à exercer sa fonction de manière officielle. Mais je suis certain qu'il a commencé à effectuer des rencontres, des contacts, et pour voir comment on pourrait je dirais, avoir une sorte de reset entre les relations bilatérales haïtiano-dominicaines. C'est plus important, on ne peut pas avoir deux pays sur une même île. Et certainement, il y aura toujours des petits problèmes. Et quand vous avez une frontière terrestre entre deux pays, il y a toujours des problèmes. Mais il faut, dans l'ensemble, il faut créer un environnement pour avoir des relations bilatérales harmonieuses. Et cela va dans l'intérêt de chaque pays et dans l'intérêt aussi des peuples. Et une fois que vous avez une ambassade capable de faire son travail, habilité à faire son travail, et cela pourrait aider l'État accréditeur et l'État accréditant à non seulement mieux gérer leurs relations, mais aussi éviter des problèmes, des comportements qui pourraient nuire l'une ou l'autre à la gestion de cette bonne relation qui est plus que nécessaire. Edmond Boukchit, jodi an la, pays d'Haïti li au bord d'un capable di d'un hécatombe. Côté que nous ouais gon jouet modi la guerre qu'a fait dans international là. Réunion sur réunion pour que jamais gagner des décisions concrètes qui prend. Même MSS nous gagne là pour qu'on gagne trop moyen pour mater insécurité. Est-ce que gon forme d'hypocrisie qu'a joué au niveau des multilatéraux qui fait que jodi an là Haïti pour qu'on capable joindre une solution définitive? Scoop. Bon, je dois vous dire honnêtement que c'est vraiment triste en tant qu'Haïtien pour regarder de manière impuissante l'effondrement de cette nation, de cette république qui nous est chère. Et ce processus se fait même que lentement, mais on a l'impression que ce processus se fait de manière sûre. Et
Peut-on parler aujourd'hui de l'existence d'un État en Haïti? Et c'est triste de le dire, mais c'est très difficile à répondre à la question. Et le comportement de nos, entre guillemets, de nos partenaires, de nos amis, certes, il y a eu des efforts de la part de certains partenaires dans un passé récent, d'aider Haïti à faire face à ce problème crucial qui est la lutte contre le grand banditisme. Mais c'est quand même des efforts qui, jusqu'à présent, qui s'avèrent inefficaces. Et vous avez si bien dit la présence de la force multinationale, de la mission multinationale, agréée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et jusqu'à présent, où il y a tout le monde là, n'ont pas senti vraiment présence contribuer à améliorer les conditions de sécurité d'Haïti. Où il y a l'impression, leur présence, ils créer beaucoup plus d'instabilité et beaucoup plus d'insécurité. Et je pense qu'on doit profiter de l'occasion. À chaque fois que nous avons l'occasion, nous devons féliciter nos valeureux policiers nationaux. Je pense qu'ils font un travail extraordinaire. Ils se sont battus jusqu'à présent avec leurs faibles moyens pour aider au moins qu'un de l'État ça vivant toujours. Force multinationale, là seulement les Kenyans, on a l'impression qu'ils participent dans quelques opérations. Malheureusement, il y a eu des cas de décès parmi eux. Mais il y a d'autres forces, d'autres pays qui sont là. Je m'attendais aux gens de participer dans aucun engagement. Ou du moins, s'ils ne sont pas là pour ça, pour des opérations contre des gangs, ils doivent, la mission, le porte-parole de la mission, du moins sa mission elle-même doit nous le dire. Le peuple là doit reconnaître que moun sa là, mais pour tout ça là, mais il y a monde qui est là pour combat, pour des opérations, ou bien l'autre groupe ça pas là pour opération. Parce qu'on ne peut pas, ne pas vivre une situation aussi dramatique, nous avons présence de différentes forces de différents pays là, et nous pas senti que la police nationale, nous, bien forces armées d'Haïti, à recevoir de soutien stratégique suffisant pour permettre nous au moins arriver à bout et créer cette condition de sécurité. Parce que finalement, est-ce que nous avons choisi volontairement, ou du moins les gens de la communauté internationale, ou bien est-ce que ça va dire rien pour un pays en 2025, avec aucune institution démocratique, pas un parlement, pas un président légitime, pas rien du tout. Et pour arriver là, ils savent très bien que nous devons créer un environnement sécuritaire suffisant pour organiser des élections. Mais où il y a l'impression, par une volonté, ça n'a aucun côté. Ils doivent agir, ils doivent nous aider. Est-ce que c'est intérêt ou pas en Haïti encore? Qui ça qui explique ça ou même qui n'a diplomatie? Parce que Haïti, c'est membre fondateur des Nations Unies. Il y a un concept dans la diplomatie qui c'est la responsabilité de protéger. Ou pas, ouais, ça qu'a fait pendant que le pays a effondré? Est-ce pourquoi moi-même, je suis pour une mobilisation totale de notre diplomatie, de notre batterie diplomatique. Parce que, j'ai l'impression, tout ça a fait là, j'ai jamais entendu une déclaration au moins d'aucune institution internationale ou d'aucun pays ami. Sauf récemment, la semaine dernière, j'ai entendu le nouveau président du Conseil de sécurité, qui est le président en exercice, qui est l'ambassadeur français, qui a exprimé sa préoccupation face à la gravité de la situation de sécurité en Haïti. Mais moi, je pensais que nous devons aller au-delà des déclarations. Pour que moi-même, j'aurais suggéré aux autorités haïtiennes de mobiliser le plus possible les organisations internationales, dont Haïti est membre fondateur, ou du moins c'est encore membre. Et je crois, après-demain, mercredi, il va y avoir le sommet de la CELAC à Honduras. C'est un forum important, il faut en parler.
À l'OEA, il faut continuer à en parler. Aux Nations Unies, il faut faire de même. Et chaque instance que nous avons l'opportunité de prendre la parole, c'est plus que nécessaire et urgent de rappeler à ces gens de la nécessité, de l'obligation morale d'aider un État qui a des difficultés de résoudre un problème de sécurité, de protéger ses citoyens. C'est plus qu'important pour accompagner l'autorité haïtienne. Oui, nous avons plus le temps. Bon, nous avons parlé certes, mais il faut qu'il y ait une stratégie dans la prise de parole. Il faut cibler les principaux acteurs internationaux qui impliquent d'une manière ou d'une autre dans ce problème. On peut parler chaque jour, mais si on peut parler stratégiquement, si on peut identifier des acteurs clés qui jouent un rôle là-dedans, alors on peut parler pour rien tout. Scoop! Mais va faire ça, M. Boukchit. Bon, dis-nous pas, nous capables de faire suffisamment. Nous capables de faire suffisamment, c'est plus important pour nous continuer à faire lire et au moins montrer la nécessité, l'obligation morale même de la communauté internationale d'intervenir et appuyer les autorités et à rétablir la sécurité, parce que ça n'a pas regardé là, monsieur. Comme je l'avais dit dans un texte récemment que j'ai publié, ce qui est en train de se passer en Haïti, c'est une menace non seulement pour notre grand voisin, mais c'est une menace pour la région. Et est-ce pourquoi alors, il y a des mesures qu'a pris contre Haïti, etc., notamment en République dominicaine, mais ils se sentent aussi menacés. Haïti, toutes les armes, ça va rentrer la guerre, ils n'ont pas fait d'armes. Mais il faut qu'il y ait cette volonté pour aider Haïti et à travers ses autorités à résoudre ce problème, à contenir au moins. Parce que chaque jour, nous levons dans pour un territoire, il se passe davantage. Mais finalement, qu'est-ce qui va rester? Alors, nous parlons d'une situation où on a gardé totalement l'implosion de l'État, et un État failli, qui parle là, dans la région là, après tout notre pays va être gardé. Ça de bon pose aux questions ça. Grand pile l'information qui fait quoi que Zamio, c'est aux États-Unis au sorti. On garde dans diplomatie, est-ce que pas t'es capable de gagner yon pour parler sous bazar ou bien on chita parler un accord avec les États-Unis pour permettre que au moins nous stopper affluence zam qui rentrer dans le pays. Nous t'es qu'à faire le tour avec la République dominicaine parce que quelque part ambassadeur nous identifier côté ba yo sorti. Mais ça que fait jodi la diplomatie pas qu'à tourner un outil pour aider. Ok, c'est là encore que nous parlons de stratégie. Pour initier une conversation et un dialogue ou bien une négociation avec un État partenaire, pour un agenda. Et sur l'agenda, il y a plusieurs points. Ça, c'est un point qu'il a discuté. Et comment réduire le flux des armes qui ont arrivé en Haïti. Certainement, il y a eu des efforts. Pas oublier, question des armes aux États-Unis sont questions politiques sensibles. C'est une industrie, ou du moins c'est une industrie qui est assez puissante, l'industrie des armes. Et nous, au moins dans le cadre d'une conversation, d'une négociation, on pourrait solliciter, ou du moins on pourrait faire un plaidoyer pour une structure douanière beaucoup plus sécurisée. C'est-à-dire, une fois que le conteneur est arrivé, il y a des matériels qui est capable, très performant pour détecter et ces armes. Mais au moins dans ce premier temps, à partir des États-Unis, on pourrait toujours voir comment, et même avant l'embarquement des conteneurs, avant l'embarquement de tout ça qui apporte en Haïti, il y a un contrôle qui est beaucoup plus strict qui fait dessus d'abord. Et si on arrive en Haïti, mettez des structures douanières sécurisées, c'est-à-dire des scanners assez performants et avancés qui sont capables d'aider nous à détecter les armes. Mais ça encore, c'est la responsabilité de l'État haïtien d'organiser ses frontières, de renforcer la douane haïtienne, beaucoup plus moyens, des matériels beaucoup plus performants pour capable détecter les gens de base. C'est-à-dire c'est toute une chaîne
toute une chaîne. Ou quand il y a une conversation, oui, il faut un agenda, mais ça, c'est un point qui est important qui peut aller sur l'agenda de discussion ou avec les États-Unis et aussi la République dominicaine. Monsieur l'ambassadeur, d'attendre là avec un pile attention, mais qui me pose une question ça bien rapide. Nos textes ou publiés récemment ou montré que pays a effondré. Sous le regard, en pile moun taka dit complice de pays qui dit ses amis Haïti. Et moun sa yo choisi fait silence en dépit de cris, de appels autorités haïtiennes yo, et pas que les autorités. Puisque ça fait dans texte en pile monde fait déjà. La question maintenant. Ça n'a vivre en Haïti aujourd'hui. Côté que bandit presque prend contrôle toute zone métropolitaine Port-au-Prince là. Yo contrôle une bonne partie de Bartibonite là. Jodi y a pas avancé vers le centre. Est-ce que quelque part, monsieur l'ambassadeur, c'est pas voulu? Voilà ma question. Bon, moi, peut-être, si me un boule de cristal pour me dire, ouais, est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est planifié? D'abord, bien aimé, bien réponse, non. Mais le fait est certain, c'est que le pays est en train d'effondrer, je dirais, lentement. Et on regarde toute l'institution de l'État pour protéger ses citoyens, pour protéger ses propres têtes. Il est obligé à fuir tout espace pour aller de l'autre côté. Ça, c'est vraiment le symbole de l'État failli. L'État pas en mesure pour protéger ses propres citoyens sur son propre territoire, et c'est vraiment un problème majeur. Et là, est-ce que vous pouvez parler d'un État qui est souverain? Là, il n'y a pas minimum ça, il n'y a pas faire. Et son problème que nous pouvons admettre, qui parle à Jodia, qui était commencé longtemps à grandir, qui vient arriver Jodia à la niveau de gravité de César. Et est-ce pourquoi que je l'avais dit à la fin du texte? Soyons honnêtes. Haïti ne peut plus seul. Il n'y a pas qu'à résoudre le problème, ça vous comprenez encore. Et même quand il y aurait une certaine volonté de renforcer la police nationale, les forces de l'armée d'Haïti, vous mettez en face une bataille contre bandits et résoudre le problème de sécurité, mais parfois on a l'impression que cette volonté politique n'est pas suffisante pour les bailler des résultats parce que il y a un manque de stratégie claire comment procéder. Parce qu'on a parlé longtemps de tout appui nos PNH à recevoir, bon, qu'on y a encore une présence de nos forces multinationales, nous pouvons jamais arriver joindre au moins au début de solution. C'est ça mon problème, c'est ça la préoccupation. Et je suis certain que c'est la préoccupation de pas mal d'Haïtiens. En dépit de toutes les forces faites dans le passé, renforcer la PNH, renforcer les forces armées, maintenant nous avons le support d'une mission multinationale, nous ne pouvons jamais avoir un début de solution. Mais au lieu de nous avoir un début de solution, c'est une aggravation de la crise de sécurité. Et est-ce que c'est voulu? C'est difficile pour me répondre, mais en fait, c'est certain, dégradation, environnement de sécurité en Haïti, les continuelles, les quotidiennes, et comme je l'avais dit dans le texte, nous n'avons aucun signal à l'horizon qui pourrait nous rassurer et nous dire, OK, nous pas aller en solution. Est-ce pourquoi, dans un texte précédent, j'avais parlé d'une certaine cohésion. Il faut qu'il y ait une cohésion
une cohésion au niveau au sommet de l'État. Pour permettre nous des résultats beaucoup plus probants, avoir des stratégies de sécurité beaucoup plus claires, pour nous voir des résultats immédiats. Parce que plus d'un million de nos concitoyens qui déplacent, qui quittent Caillou par un côté pour aller, mon cher, l'Itrici, pour nous pas avoir une solution à ça. L'Itrici. On nous commence, comment on peut trouver une solution à ce problème. Ambassadeur Boukchit, nous presque arrivés dans fait entrevue, hein, mais pendant qu'on a parlé là, c'est comme si à l'intérieur, nous pas qui ça nous capable de faire. Mais je dis là, est-ce que diaspora pas été capable d'un dernier rempart comme qu'on est le 11 avril ou pour participer dans une journée internationale de la diaspora qui a fait à Montréal? Qui ça nous suppose faire? Parce qu'il faut chercher solution. Nous avons un paquet de temps à parler, mais pays amis ou pas jamais avancé. Mais est-ce que diaspora pas capable de changer données? Bon, diaspora, malheureusement, la diaspora a fait un impact immédiat dans la mesure où l'État a créé une structure d'accueil qui est adéquate. Parce que diaspora, pour les contribuer à changer d'onnement, il faudrait bien dire que les ont implication dans l'action, et pas nécessairement en Haïti, mais faut bien implication directe de la diaspora dans les actions quotidiennes, dans la gestion de la République, mais il faut qu'il y ait une structure d'accueil qui est adéquate. Au bâtiment de Kounia là, Jean Haïti est là, venir diaspora pour toutes les ressources nous gagner, parce que les principales ressources haïtiennes se trouvent dans la diaspora, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en France, et partout, au Chili, au Brésil, etc. Mais on ne peut pas demander aux gens de venir apporter leur contribution pour changer la donne dans ce contexte. Faudrait-il bien que l'on structure, il y ait des conditions qui créées au préalable pour permettre au moins intégrer et porter ça bien comme savoir, comme connaissance dans le redressement national. Mais diaspora, même quand il était jusqu'à présent, il y a un tuyau d'oxygène pour l'économie nationale, mais je pense que nous ne pouvons pas supposer utiliser diaspora seulement pour vous prêter l'argent à nous. Diaspora, il y a pile d'autres bagages à apporter comme contribution, notamment leur connaissance, leur savoir-faire et leurs compétences. Parce qu'il y a pile monde, par exemple, dans le domaine de l'éducation, monsieur, il y a pile de professeurs haïtiens qui est ici à l'université à l'étranger, qui a souhaité mettre à disposition des universités haïtiennes. Mais pour y faire, il faut un cadre, il faut une structure accueillante, il faut un cadre sécurisé, il faut un espace pour le faire. Mais dans la mesure où nous avons de telles conditions, là, très difficile. Et une chose, je pense que c'est tout qui est important, il faut que la diaspora, une critique constructive, hein, comme toujours fait à la diaspora, tant aux États-Unis qu'aux États-Unis, en France, etc. Moi, c'est un problème pour la diaspora haïtienne, à chercher à résoudre, c'est la cohésion. Parce que nous toujours dit souvent que nous avons trois organisations dans la diaspora. Et je pense que l'idée même que nous avons dans le temps d'avoir une fédération internationale de la diaspora haïtienne est nécessaire parce que ça permet au moins action beaucoup plus d'impact. Parce que là, nous avons une diaspora qui morcelée, qui disparaît, qui très souvent qui pas prendre sur des actions concrètes en faveur d'Haïti. Et je pense que l'Iran, ça difficile. Pour eux-mêmes porter des contributions. Est-ce pourquoi je pense à chaque fois que j'ai occasion pour me parler, toujours suggérer aux différentes organisations de la diaspora de trouver un moyen d'avoir beaucoup plus de cohésion. Créer une structure qui peut avoir beaucoup d'impact. Et parce que diaspora, Haïti ne pourra pas se relever sans sa diaspora. Et si Haïti a un processus de relèvement, il faut diaspora là-dedans. Et une première façon pour commencer là-dedans, on a discuté longtemps, il est temps pour commencer avec un projet pilote pour permettre la diaspora de voter, pour participer à la vote, la prise de décision en Haïti, même dans un premier temps au niveau national. Il faut que nous impliquions la diaspora davantage, parce que
ressources, ça, nous ne pas quitter au passé, si nous besoin de reconstruire le pays. C'est extrêmement important. Ou saute fait critique constructive ça, que en pile nous-mêmes nous fait. Et nous pensons que jodi là, si diaspora était constitué en forme de communauté, il était capable de faire des pressions au niveau de l'international pour au moins changer de donne en Haïti. Absolument, parce que nous faisons expérience là avec des élus haïtiano-américains, et là, moi que j'ai au travail, j'ai mettre tête ensemble, que même si les républicains et les démocrates, très souvent, ils sont constitués, même s'ils sont pas aussi forts que le groupe de lobby juif, mais ils ont porté des contributions quand même. Ça montre que dans la mesure où différentes forces diaspora, ça, les réunissent, les constituent en une référence obligatoire. Et les politiciens de ces pays, dans la zone, certainement, ils apprennent que les sont obligations pour les chita avec l'organisation sociale, parce que l'organisation sociale a constitué des groupes de pression assez qui rendent vie aux politiciens difficiles dans la période électorale, dans la période de campagne, dans la mesure où, par un dialogue constant avec ces politiciens. Et je pense que d'où la nécessité pour ces associations, organisations de la diaspora, pour rentrer dans une forme de cohésion, une forme de fédération, même par État, par exemple. Et dans chaque État, on a une fédération, on a un groupe de lobby haïtiens américains, haïtiens canadiens, qui, au moins haïtiens français, qui au moins travaillent d'un commun accord, qui ont un projet, qui ont un agenda clair, et comment ils peuvent contribuer pour aider Haïti. Mais pas pour aider le président ou bien le gouvernement, mais comment pour aider pour supporter Haïti. Parce que Haïti, notre maman, notre mère, a besoin de tous de ses fils, au moins tout fils, petite fille, garçon, petite fille, garçon, Haïti, côté où il y a à travers le monde, Haïti besoin d'eux. Et pour porter contribution par eux, il faut organiser. Et l'organisation, ça, faut les cas sortir, résultat, à sortir de l'organisation, ça, de cohésion, ça, qui est nécessaire entre eux. Ambassadeur Boukchit Edmond, les mots de conclusion. Bon, et encore une fois, je vous remercie infiniment pour l'opportunité. Et pour me conclure, je me dire que il est difficile d'avoir une politique étrangère efficace et efficiente si la politique gouvernementale ne favorise pas les mécanismes de son succès. C'est-à-dire, faudrait-il que nous ayons une politique étrangère claire, bien définie, une stratégie claire de mise en œuvre et qui permette au moins Haïti, en dépit de ses problèmes, en dépit de ses déboires, qu'à refaire surface sur la scène internationale, qui ne peut pas seulement parler de problèmes, nous, tout le temps, mais de qui ça nous offrir déjà au monde et qui ça nous a continué à offrir. Parce que il est temps de transformer les déboires d'Haïti en au moins succès aussi. Parce que nous avons les Haïtiens capables, nous avons des Haïtiennes capables partout dans le monde, en Haïti aussi. Faudrait-il que nous mettions ensemble pour nous joindre, pour nous faire un faisceau et pour nous forcer ces partenaires, ces amis internationaux à mieux comprendre Haïti et aussi comment nous pouvons aider Haïti à faire un bond en avant. Parce que c'est difficile pour en 2025 pour nos chita pour observer pays nous a effondré et ou bien comme l'impression que personne prend volonté pour aider le relever. Et appel d'après jeudi dans le cadre de commémoration de la mort de Toussaint Louverture, c'est au moins essayons de réveiller le Toussaint Louverture qui est en chaque Haïtien. Ça est important parce que le pays, ça, ne va pas quitter le pays. Nous avons responsabilité pour nous quitter l'autre Haïti pour Timoun demain. C'était vraiment un plaisir pour me participer avec la émission matin.